seen minute conseil ñu fas yéene leen waxtaanee li nga xam ne ni mooy njëriñu lem am na njëriñ loolu rawatina ci neexal xelu xale waaye tamit soo amee góom mu teel a cicatriser wu fii ci Sénégal. ni ko TNT ba léegi xamagoo sax li lay raw. « 20h sur DTV, le journal et ses titres. Agenda judiciaire chargé ce mardi, le président de la République s'engage à renforcer la justice sénégalaise. Assane Diouf et Ousseynou Diop hument l'ère de la liberté pendant que des justiciables subissent les effets de la grève du Sud-Juste. Présidentielle 2019, Malick Gakou out, il a été recalé par le parrainage contrairement aux candidats Idrissa Seck et Madické Niang. Mouvement d'humeur à Lucas de l'avenue Cheikh Anta Diop impraticable ce matin. Des citoyens fustigent et appellent les différentes parties à la raison. C'est l'une des informations phares des CAF Awards. L'Égypte, pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, un défi à relever, celui sécuritaire, à voir dans cette édition. Bonsoir. Rentrée solennelle des cours et tribunaux, le président Macky Sall s'engage à soutenir la magistrature pour une justice sénégalaise au service du peuple au plan socio-économique. Le chef de l'État réitère son soutien aux magistrats face aux critiques dont ils font l'objet. Le président de la Cour suprême a quant à lui salué les actes posés par le chef de l'État et c'était en présence de notre reporter Le président Macky Sall s'est acquitté d'une tradition républicaine en présidant l'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux, une cérémonie au cours de laquelle le chef de l'État a décliné son engagement pour une justice au service du développement socio-économique. Elle me donne ainsi l'opportunité à une justice toujours plus efficace, plus effective comme vecteur de progrès économique et social. En effet, dans la continuité de notre histoire politique et institutionnelle, j'ai l'ambition d'œuvrer à la modernisation de notre système judiciaire afin de le rendre plus accessible, plus fiable et plus apte à garantir l'égalité de tous devant la loi. Le premier président de la Cour suprême salue les actes posés par le président Sall depuis son accession à la magistrature suprême. Badio Camara se dit rassuré par de telles actions. Patiemment et inlassablement, vous avez balisé la voie que vous aviez tracée et qui aboutit aujourd'hui comme hier au principe sacro-saint que la justice est une tâche fondamentale de l'État et que sa crédibilité est une vertu cardinale de la démocratie. La protection des données personnelles a été au cœur des discours lors de cette cérémonie. Ousmane Gueye, conseiller à la Cour suprême de Kaolack, a passé au peigne fin cette question. Pour préserver les données à caractère personnel, la loi du 25 janvier 2008 a posé des principes essentiels applicables à tout traitement et a institué une autorité administrative indépendante chargée d'en assurer le contrôle. La mise en œuvre d'un traitement de données personnelles est une étape à la fois pratique et juridique qui impose un ensemble de principes de base stricts et cumulatifs applicables au traitement. Ces principes irriguent tout le processus de collecte et fixent les conditions de licéité des traitements.
L'audience solennelle de rentrée des cours de tribunaux marque l'ouverture officielle de l'année judiciaire, une cérémonie tenue en présence des plus hautes autorités de ce pays. Et cette question, dans cette édition, peut-on parler d'accélération dans le traitement de certains dossiers judiciaires? Le président de la Cour suprême informe que les dossiers qui concernent des personnes en détention sont jugés dans des délais courts. Le président Badio Camara est au micro de Kodenyaï. Les contentieux concernant des personnes en détention ont toujours fait l'objet d'un traitement urgent et prioritaire sur les affaires dans lesquelles les plaideurs sont en liberté, attendent à la maison ou vaquent à leurs occupations. Ainsi, le fait de juger une affaire pénale impliquant des détenus dans un délai d'environ 4 mois après le prononcé de la décision attaquée n'est ni précipité accéléré. Bien au contraire, en d'autres circonstances, on aurait pu considérer que ce délai est excessif. Justice toujours, Hassan Diouf recouvre la liberté. Le tribunal correctionnel de Dakar a ordonné sa libération après plus d'1 an passé à Rebeuss. Le tribunal a également ordonné des examens psychiatriques, une décision jugée inadmissible par la défense. Omar Danso était au tribunal de Dakar ce matin, suivant son élément. Hassan Diouf retrouve la liberté. Néanmoins, le tribunal correctionnel a retenu une peine de 2 ans, dont 9 mois ferme pour injure publique via le système informatique et diffusion de fausses nouvelles. Les avocats de la défense ne sont pas satisfaits par la décision rendue. C'est une infraction qui ne tenait pas, mais il fallait pouvoir trouver en fait quelque chose qui permette de le condamner à une lourde peine. Au-delà de cette peine, le tribunal demande des examens psychiatriques pour Hassan Diouf, inadmissibles selon l'avocat. Il devra se soumettre à une expertise psychiatrique sans indiquer l'hôpital compétent ou les spécialistes compétents pour ce faire. Pas tout. Hassan Diouf est également privé de ses droits civiques, notamment le droit de s'exprimer en public. Une décision politique fustige la défense. Le juge, en réalité, a décrété la mort civile et politique d'Hassan Diouf, en le privant du droit d'apparaître dans des manifestations. Et je pense que la décision est une décision inspirée par les politiques. La défense va faire appel à cette condamnation. Nous n'hésiterons pas à saisir les organes compétents des Nations Unies ou de la Cour de justice de la CEDEAO pour en fait faire constater les violations par l'institution judiciaire. Pour rappel, Hassan Diouf était poursuivi pour les délits de diffusion de fausses nouvelles, outrage à agent et injure à un ministre de culte. Autre bonne nouvelle, ouf de soulagement pour Ousseynou Diop. Il a bénéficié d'une liberté provisoire. Il avait été, je vous le rappelle, poursuivi pour apologie du terrorisme. Ses avocats se réjouissent de cette décision. Une d'entre elles, Maître Ndaye Amtambay, est interrogée par Omar Danso. C'est un début de victoire et on peut s'attendre au jour du 22 janvier que M. Ousseynou Diop soit totalement blanchi des faits pour lesquels il est poursuivi. La réquisition du parquet, c'est 3 ans ferme. Moi, j'estime que pour des faits qui ne sont pas constitués, qui ne sont basés sur aucun fait de nature à pouvoir asseoir une culpabilité, nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter qu'il soit condamné à 3 ans. Bon, même s'il est condamné à 3 ans, il rentre chez lui parce que la peine elle est largement couverte, mais cela reste quand même une condamnation qui figurera sur son casier judiciaire dans les annales de l'histoire du Sénégal, dans les annales de la lutte contre le terrorisme, ce que aujourd'hui le jeune Ousseynou Diop ne peut pas, il ne peut pas rentrer dans cette dynamique-là parce qu'il ne l'est pas. Ce que je sollicite, je ne peux pas aujourd'hui préjudicier sur la décision du juge, mais j'ai la foi et j'ai l'intime conviction qu'au soir du 22, le délibéré nous sera très favorable.
La grève du Sud-Just, directement ressentie par des justiciables, le service public de la justice en a pris un coup. Pour beaucoup de citoyens, c'était quasiment impossible ce matin d'avoir un papier. Ils appellent travailleurs et gouvernement du Sénégal à arrondir les angles pour dépasser cette situation. Anta Diédhiou. Palais de justice de Dakar, ils sont nombreux ces citoyens sénégalais venus chercher des casiers judiciaires ou même un certificat de nationalité. Mais impossible d'en avoir à cause de la grève des travailleurs de la justice. Bon, vendredi j'étais là, on m'a dit que vraiment ils sont en grève. Hier j'étais là, le lundi on m'a dit qu'ils sont en grève. C'est juste pour un dépôt de registre de commerce. On m'a exigé une casier judiciaire. Donc c'est difficile. Quittant Grand Dakar de bonne heure pour venir chercher un certificat de nationalité pour un proche, ce jeune est obligé de rentrer bredouille. Je suis venu aujourd'hui, j'étais venu la semaine passée également pour récupérer le certificat national, mais jusqu'à présent je rentre bredouille. Et c'était pour une urgence que je voulais déposer pour récupérer le passeport d'un cousin qui doit voyager en urgence. C'est très déplorable et les conséquences sont très néfastes. Pour un peu de bout de papier, on traîne pour 1 à 15 jours. Sérieusement, c'est très déplorable pour la société elle-même du moins. Ainsi, l'État du Sénégal doit revoir la situation du Sud-Est pour que les activités reprennent de plus belle. On demande vraiment que l'État réagisse par rapport à cela et de régler le problème le plus tôt possible, ou bien d'intervenir pour que nous, la société en tant que telle, nous pouvons avoir nos documents le plus rapidement possible. Les travailleurs de la justice ont décrété 4 jours supplémentaires de grève pour dénoncer le non-respect des accords signés. Une grève qui a fini de bloquer beaucoup d'activités. Direction Mbour, l'appareil génital d'El Hadj Gueye a été totalement échancré et emporté par ses agresseurs. Aujourd'hui, ses parents soupçonnent un sacrifice à la veille de la présidentielle. À Mbour, nous rejoignons notre correspondant sur place, Mamadou Diop. Âgé de plus de 37 ans, maçon de profession à Mbour et originaire de Koungheul dans la région de Kaffrine, El Hadj Gueye, célibataire sans enfant, a été agressé il y a quelques jours au quartier Salé Aérodrome dans la commune de Malicounda. Bilan de l'agression, son pénis totalement coupé et emporté par le ou les agresseurs. Il revient ici sur le film de l'agression. Non, Trouvé sur son lit d'hôpital à l'établissement primaire de santé de Mbour, El Hadj dit ne pas reconnaître ses agresseurs. À ses côtés, ses frères de sang. Même s'ils reconnaissent qu'El Hadj ne jouit pas totalement de ses facultés mentales, ils sont tous d'avis qu'il gagne normalement sa vie. Toutefois, ils pensent que derrière cet acte ignoble se cache un sacrifice. Parce que bu fekkoon nitu problème la nga ne peut-être dafa joteeg nit mu agressé ko su fekkoon dafa nekk nit koo xam ne dafa am xaalis nga ne boobu dañ ko agression la pour jël ci moom dara mais su fekkoon it encore dañ koo gaañ bàyyi fa sexe bi nga ne bon peut-être accident la wala leen mais dañu emporter dañ ko mutiler yóbbu ko kon man mënuma wax ne leen lu dul sacrifice nga mën a dañ koo dagg bàyyiwuñ fi dara waaw waaw man gis naa ko man médecin bi mi ma ko expliqué sax góoma ko dama ne ko xaaral ma xool ko mu ne ma demal nga yëkkati seer bi nga xool ko si laa dugg hôpital ma jëw yëkkati gis ko ñu dagg kenn gisu ko moom instant bi ñu toll nii abaniram kay fi ñu toll nii moom li ñuy wax rek mais instant bi ñu toll nii abaniram yàqu na moom. La prise en charge médicale de la victime est assurée par la famille selon nos interlocuteurs. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour connaître le mobile de l'agression et le ou les malfaiteurs. Retour à Dakar, opération de déguerpissement à la Médina. Les femmes pileuses et les cordonniers ne veulent pas se conformer à cette décision municipale. Ces occupants disent payer chaque fin du mois pas moins de 10 000 francs CFA, compte rendu de leur manifestation de ce matin avec Ramatoulaye Diouf.
Pillés un peu partout au niveau de la rue 11 de la Médina, bandeau à la tête, leur manifestation vient d'être dispersée par la police. Ses occupants des lieux indexent le maire de la commune. Bamba Fall, on a venu ici pour nous parler. Nous sommes quittés ici. Il y a des gens qui font ici des années. Des gens qui font ici plus de 20 ans, plus de 30 ans. Nous sommes là pour travailler, pour soutenir nos familles. Nous, on a proposé un projet, un bâtiment, mais ça, il ne fait pas. On est très remonté contre le maire Bamba Fall. Tous les maires qui sont passés par ici avaient l'habitude de nous laisser le champ libre. Alors que lui, il veut nous déguerpir. Ce n'est pas normal. Résident dans ces lieux depuis plus de 50 ans, Madiké Diop est vendeur de bois. Il ne compte pas quitter les locaux. Nous avons été sommés de quitter les lieux par la mairie de Médina. Donc, cette décision-là, nous ne sommes pas prêts à quitter ces lieux. Voilà, parce que ces lieux-là, nous les occupons depuis des décennies. Mais nous détenons tous des permis d'occuper. Donc nous ne sommes pas occupés ici illégalement. Nous payons régulièrement chaque mois 10 000, 11 000, 9 000. Parce qu'il y a plusieurs cantines à l'intérieur. Cependant, il interpelle les autorités. Nous lançons un appel aux autorités du pays, telles que le sous-préfet, le préfet et le gouverneur, avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce cordonnier est catégorique. Non, nous sommes restés ici. Personne ne bouge pas jusqu'à la mort. Ces manifestants ont décidé de se battre, quitte à y perdre leur vie. Toutefois, au niveau de la mairie de Bamba Fall, l'on avance que seul le maire est habilité à se prononcer sur la question. Les mouvements d'humeur à l'UCAD et leurs conséquences, la plupart du temps, le trafic est bloqué sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Le scénario s'est encore produit ce matin. Des Sénégalais s'en plaignent. Ils appellent gouvernement et étudiants à trouver un terrain d'entente pour mettre fin à cette situation. Philomène Tiena nous en dit plus. Encore des échauffourées entre les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et les forces de l'ordre. Cela a paralysé la circulation sur Cheikh Anta Diop et alentour. Les populations déplorent cette situation. Nous on se trouve là derrière CREA, dans une institut de population santé de la République. Même s'il y a des grèves, les lacrymogènes là, les policiers ils lancent ça arrive jusqu'à dans notre bureau. Donc on ne peut pas respirer. Il y a des gens qui sont asthmatiques. Nous les populations, on a du mal, parce que vous avez même vu le constat, il n'y a pas de véhicule qui part, il y a des gens qui sont malades. Ces deux ressortissants, l'un guinéen, l'autre congolais, abondent dans le même sens. Dès mon arrivée, j'ai vu déjà que la route était barrée, puis les gens étaient là à jeter les pierres, surtout des universitaires insus. Je me suis dit maintenant, puisqu'il n'y a pas de route, on s'est arrêté maintenant, on voit ceci, ça c'est anormal quand même. En tout cas, moi pour ma part c'est un gros désordre. Il faut qu'ils trouvent une solution parce que, comme vous le voyez, les embouteillages derrière ici c'est monstrueux. C'est dangereux d'abord pour la circulation, il y a des gens qui ont failli se faire faucher ici parce que le matin c'est pas avantageux parce que ça crée des retards et puis voilà. Ce monsieur souhaite vaquer à ses occupations mais est un peu retardé par la circulation qui est barrée, estime que les responsabilités sont partagées entre État et étudiants et qu'il est temps qu'une solution soit trouvée. Je partais comme ça au ministère pour régler quelques papiers. Malheureusement, donc on a tout bloqué. Donc on est là, on est bloqué, on ne peut pas bouger, donc c'est vraiment désolant. Donc les responsabilités, je dirais qu'elles sont partagées quand même. Nous prions que cela se termine. Les étudiants de l'UCAD dénoncent des problèmes d'ordre social, notamment la non-effectivité du paiement des bourses, le non-respect de la prise en charge médicale et un seul guichet de vente de tickets de restaurant, entre autres. Le manque de civisme et ses relents des dépotoirs d'ordures sont improvisés sur beaucoup de grandes artères de la capitale et lieux publics. Exemple, à l'appui, le garage de Petersen, les occupants exigent des toilettes publiques et beaucoup plus de propreté de la part de tous les acteurs concernés, suivant le regard de Penda Badji. Petersen, un lieu où règne l'insalubrité totale entre dépôts d'ordures et odeurs nauséabondes, une situation que déplorent les habitués du garage qui listent leurs mots. Il y a une petite trou.
Regardez les ordures, il y a un tuyau d'évacuation là-bas et parfois c'est des déchets qui en sortent. Les toilettes aussi sont très sales. Les gens l'utilisent comme ils le veulent. Franchement, Petersen est très sale. Et pourtant, nous payons des amendes tous les jours à la mairie, qui ne fait pas son travail comme il se doit. Le manque de toilettes publiques est un constat flagrant dans ce site qui abrite vendeurs, chauffeurs de bus Tata et clients. Un problème qui vient s'ajouter à leur plaidoyer. Les toilettes sont insuffisantes car Petersen est très grand et il y a trop de gens. On devait avoir plus de toilettes publiques pour satisfaire la demande car parfois tu vois des gens qui urinent derrière les bus, ce qui n'est pas normal. Un retour aux valeurs est donc préconisé. L'éducation d'avant a plus porté ses fruits que celle d'aujourd'hui et pourtant ça devait être le contraire car les moyens sont là. Uriner ou déposer des ordures dans les rues, ça ne fait pas partie du civisme. C'est pas au président de régler cette situation mais plutôt à nous de faire notre possible pour maintenir propres nos villes. Pour beaucoup de citoyens, un manque de civisme est à l'origine de cette situation. Quoi qu'il en soit, une invite à la prise des consciences est lancée pour une vie propre. La politique à présent, c'est définitif. Malick Gakou ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. Les candidats Idrissa Seck et Madické Niang franchissent l'étape du parrainage. Adjara Ndiaye était ce matin au Conseil constitutionnel pour vous et pour nous. Suivez donc. Idrissa Seck et Madické Niang rejoignent le cercle des candidats qui ont validé leur parrainage. Une nouvelle que le mandataire du parti Rewmi n'accorde pas trop d'importance. Il était convaincu que son leader allait passer. Demander à Idrissa Seck 8 parrains, c'est comme essayer de mettre de l'ombre dans de la lumière. C'était rien du tout chez nous. On est passé la main haute. On était déjà passé avant. On l'est encore aujourd'hui. On n'a aucune difficulté. Notre dossier parrainage a été validé, mais ça, ce n'est pas une information. Nous lançons un appel à Macky Sall. Que cette farce-là arrête. Ce qu'il est en train d'appliquer véritablement sur les autres candidats, qu'il laisse les gens véritablement passer. Les partisans de Madické, eux, se réjouissent d'avoir validé cette étape. Tout s'est bien passé, alhamdoulilah. Nous avons pu valider 4000, plus de 4000 alors qu'on cherchait environ 2000. Et maintenant, le plus difficile reste à faire. Il faut maintenant se préparer à toutes les éventualités parce qu'avec le gouvernement de Macky Sall, il faut s'attendre à tout. Ils peuvent revenir là-dessus ou bien le vin est invalidé, etc. Mais nous disons qu'aujourd'hui, rien ne s'oppose à la candidature de Maître Madické. Recalé avec seulement quelques manquements, Malick Gakou exhorte ses militants à rester fidèles à leurs convictions. Il m'a été attribué 52 911 parrains, ce qui bien évidemment est en deçà des 53 000 et poussières nécessaires pour passer le parrainage. Je voudrais quand même dire à mes camarades et au peuple sénégalais qui m'a soutenu de garder ces résultats avec dignité, avec valeur, dignité et valeur qui ont toujours constitué le socle de notre action publique pour le Sénégal. C'est maintenant définitif. Gakou est hors course. Idi et Madické restent dans la partie. Le Conseil constitutionnel a donc statué et reste à se pencher sur la deuxième étape pour la présidentielle de 2019. Abordons à ce stade du journal le chapitre sportif de cette édition. C'est l'une des informations phares des CAF Awards. L'Égypte, pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Pharaons ont désormais 5 mois pour préparer l'organisation de cette grande compétition continentale. Suivons le compte-rendu de Safiatou Koli. Organiser la Coupe d'Afrique des Nations, finalement, l'Égypte l'a remportée face à l'Afrique du Sud. La CAF va travailler étroitement avec l'Égypte pour qu'on puisse aller de l'avant. Nous savons les défis, nous savons les problèmes qui existent, mais ça n'empêche pas, nous avons toutes les compétences nécessaires, nous pouvons demander le soutien de nos partenaires. La joie est immense du côté du staff égyptien.
une surprise, c'en est pas une. Selon ces journalistes sportifs, ils pensent que l'Égypte est mieux placée pour abriter la CAN. Ça ne surprend pas, vu que pour que l'Afrique du Sud organise ça, il fallait un parlement. Pour cette organisation à cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que la CAF a choisi par rapport aux opportunités qu'offre ce pays-là. C'est vrai que l'Afrique du Sud aussi offre beaucoup d'opportunités, mais il y a un engagement de l'État, il y a un engagement des membres de la CAF, mais il y a surtout un engagement de la fédération haute. Cependant, les défis sont majeurs pour le pays de l'international Mohamed Salah. C'est sûr qu'il y a un problème de sécurité. Il faut remonter à quelques jours par derrière pour voir qu'il y avait des attentats et tout ça. Ensuite, le second problème, c'est le problème de la température, c'est le problème du climat. Il fera très chaud. Et je pense que aussi là, au niveau des jours, il y aura un problème. Cependant, le pays des pharaons a 5 mois pour mieux se préparer à accueillir ce grand rendez-vous du football africain prévu du 14 au 15 juillet 2019. Lors de sa réunion de Dakar, le comité exécutif de la CAF a également confié l'organisation de la CAN 2021 au Cameroun. Vous le savez, l'Égypte va accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le pays des pharaons ne devrait normalement pas avoir des problèmes logistiques. Le défi à relever est plutôt sécuritaire, suivant les explications de Sambou Biagui. L'Égypte, dont la candidature faisait face à celle de l'Afrique du Sud, récupère donc la compétition phare du continent qu'elle organisera du 15 juin au 13 juillet 2019. Il s'agira de sa 5e participation en tant que pays organisateur, la première depuis 2006. En choisissant le pays des pharaons, la CAF s'est assuré un partenariat solide, alors que le coup d'envoi de la compétition aura lieu le 15 juin, dans à peine plus de 5 mois. Tout comme l'Afrique du Sud, seule nation africaine à avoir accueilli en mondial de football, l'Égypte faisait partie des rares pays du continent à pouvoir remplacer le Cameroun à pied levé. Cette CAN 2019 sera la première à se jouer à 24 sélections et dans 6 stades. Les infrastructures ont sans nul doute constitué le point fort de l'Égypte, puisque la capitale, le Caire, abrite plusieurs grands stades modernes. Et les cités d'Alexandrie, Port Saïd et Suez peuvent également accueillir des rencontres. L'Égypte ne devrait pas rencontrer de problèmes logistiques et la CAN 2019, sauf rebondissement majeur, aura droit à l'écrin dont elle rêve pour sa première édition à 24 nations. Reste que le pays devra trouver des solutions sur le plan sécuritaire pour réussir cette édition. Ces dernières années, les compétitions de football ont été le théâtre de graves violences à travers le pays. Un contexte d'autant plus difficile à gérer que les autorités locales doivent aussi faire face à la menace terroriste. En témoigne le tout récent attentat de Gizeh, au cours duquel 4 personnes ont perdu la vie le 28 décembre dernier. Gala des CAF Awards, les légendes de la Confédération africaine de football s'imposent devant la génération 2002 par 3-2. Une rencontre en hommage à Jules François Bocandé. Plusieurs figures emblématiques du football continental à l'image de Georges Weah, Samuel Eto'o et Didier Drogba ont fait le déplacement. Les temps forts avec Mohamedou Mansour Sawa. L'image de Jules François Bocandé au centre de l'aire de jeu du stade Léopold Sédar Senghor. Un temple du football qu'il avait fini de conquérir grâce à son talent. L'instant est plus que solennel. On aimerait bien souhaiter qu'il soit là avec nous, mais c'est un fait de la vie. Donc,